Chacun d'entre nous consomme la production d'un champ de cette taille. Si tout le monde s'alimentait comme nous, il faudrait une deuxième planète. Notre alimentation génère autant de gaz à effet de serre que le trafic automobile. Nous avons proposé à 3 familles de réduire leur part de surface cultivable consommée en adoptant une alimentation plus éco-responsable. Cuisiner autrement, avec moins de viande. Manger autrement, avec plus de plaisir. Et acheter des produits locaux et de saison. C'est bon. Et la sauce carbonara végétarienne. Et elles ont joué le jeu. Je ferai ça à la maison cette semaine. Super. Mars 2019, à Grossensersdorf, en Autriche. Ce champ appartient à l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne. Il mesure 58,5 mètres de large et 82 mètres de long. C'est important car cette surface correspond exactement à la consommation annuelle moyenne d'un Allemand ou d'un Autrichien. C'est 2 fois plus que ce dont dispose un terrien moyen. Notre consommation nécessite environ 4400 mètres carrés par personne. En gros, ça correspond à un petit terrain de football. Les 2 tiers de ce que nous consommons sont importés. 1 tiers est produit chez nous. Notre champ accueillera 30 espèces végétales différentes. Chacune disposera d'une surface correspondant à notre consommation annuelle. La production de café pour une personne requiert à elle seule 43 mètres carrés. En moyenne, chaque habitant de la Terre dispose d'environ 2200 mètres carrés. C'est exactement la moitié de ce dont nous avons besoin en Europe. Chacun d'entre nous consomme un champ de 4400 mètres carrés. Seuls 10% de cette surface correspondent à la part de fruits, de légumes et de céréales produits chez nous. 2 tiers de nos potagers et de nos champs sont à l'étranger. Pour la production de viande et de lait, il faut encore plus de surface. Et là aussi, la plus grande part est à l'étranger. Schau, die kosten 49 Cent. Nimm 3 oder so. Ja, sind ab 3 Stück erst billiger. Gut. Claudia Richter, son fils Jonas et sa fille Lisa font les courses. Claudia est institutrice et elle surveille ses dépenses. Quand je peux, j'essaie de favoriser le plus possible les produits locaux. Mais ma priorité numéro 1 reste le prix. 450 Gramm. Wie viel sind das? 700. Das wären 900 mal 2 sind 450. Nehmen wir das große. Minus 50%. Das nehmen wir auch 1 plus 1 gratis. Cette famille de 5 personnes dépense 800 € par mois pour se nourrir, soit un peu plus de 15% des revenus du ménage. Acheter uniquement du bio pour 5 personnes, pour nous, à long terme, c'est beaucoup trop cher. Fürs Grillen brauchen wir noch Spieße. Wieso fragst du mich? Ich frag dich nicht, ich sag's nur. Die sind wenigstens schon mariniert. Das erspare ich mir dann. Sur notre champ témoin, les plantations ont commencé. Les premières récoltes sont prévues d'ici l'été. Tous les aliments que nous consommons ont une répercussion directe sur les paysages qui nous entourent. À chaque repas, nous avons le choix de contribuer ou pas au changement climatique et à l'extinction des espèces. Combien de viande mangeons-nous? Combien de produits transformés? Combien de produits locaux? Dans quelle mesure sommes-nous attentifs aux pays d'origine ou à la saison? Tout cela joue un rôle très important.
Nicolette Kovacs et son plus jeune fils sont au supermarché. Nicolette est employée de bureau. Sa famille compte 4 personnes. Elle a peu de temps pour faire ses achats. Avec 15% du budget familial pour l'alimentation, cette famille est dans la moyenne allemande et autrichienne. Je sais d'avance ce que je vais acheter. Je fais une liste dans ma tête. Je vais chercher ce qu'il nous faut et je file. Généralement, je n'ai absolument pas le temps de faire les courses. C'est vraiment une routine. J'achète rarement de nouveaux produits. Spinatpizzas, bitte. Oh, pass auf, ich muss die Ecke nehmen. Le passage en caisse, c'est toujours un défi. Il y a souvent du monde et j'essaie de me positionner de manière à passer rapidement. Après, c'est fini et on s'en va. Martin Richter prépare le dîner. Il a prévu un barbecue pour les 5 membres de la famille. Lisa, l'aînée, est végane. Elle refuse les produits d'origine animale. Tous les autres adorent la viande. Qu'elle soit rôtie, cuite ou grillée, la viande a des goûts très variés. Et j'aime beaucoup ça. La famille Richter vit à Stockerau, près de Vienne. Les 2 garçons vont au lycée. Lisa est étudiante. Sa décision de renoncer à la viande et aux produits laitiers suscite régulièrement des discussions. La plupart des gens pensent que les véganes ne mangent pas de viande uniquement parce qu'ils refusent de tuer des animaux. Et c'est effectivement la raison principale de mon choix. Mais il y a aussi les questions environnementales. Le défrichement des forêts tropicales pour planter du soja qui servira à nourrir les vaches. Ça aussi, c'est une raison. Ja. Was machst du da überhaupt? Das da? Das ist dieser Leberkäse, komischer. Vegan, oder? Weißt du, was mich wundert? Warum die keine anderen Namen haben, außer die Fleischnamen. Wieso kann man sich da nichts anderes einfallen lassen? Wieso muss man sich was anderes einfallen lassen? Lisa a commencé par être végétarienne. C'était une démarche que je comprenais plus ou moins. Mais depuis qu'elle est végane, j'ai beaucoup plus de mal. D'autant que je doute que ce soit vraiment très bon pour la santé. Souvent, quand j'écoute les arguments des uns et des autres, je me rends compte que les gens n'ont pas réfléchi sérieusement à la question. Avec Lisa, on a déjà abordé la question des petits-enfants que j'aurai peut-être un jour. S'ils devaient eux aussi être nourris de façon végane, je ne suis pas sûre en tant que grand-mère de jouer le jeu. Je ne peux pas imaginer faire ça. Nicolette Kovacs prépare le dîner. Quand Marton, son fils aîné, rentre de l'école, il est généralement affamé. Quand le déjeuner de la cantine est mauvais, je mange en rentrant. Et le plus souvent, il y a des pizzas surgelées. En semaine, on mange souvent assez rapidement. Personne n'a vraiment le temps de faire la cuisine. Donc on met un truc au four, on le fait chauffer et c'est réglé. Chacun mange seul. Le repas commun, en tant que principal moment familial, est un concept du passé pour beaucoup de gens. On n'a pas trop souvent l'occasion de manger ensemble. On rentre à des horaires différents et on a faim à des moments différents. Ces nouvelles habitudes alimentaires profitent à l'industrie. La moitié des citoyens européens consomment régulièrement des plats cuisinés préparés industriellement.
l'industrie utilise des matières premières bon marché et qui se conservent bien, car les trajets parcourus par nos aliments sont de plus en plus longs. Pour cela, il faut l'intervention de la chimie. Depuis la libéralisation du commerce, les acteurs de l'industrie alimentaire se fournissent exclusivement là où les matières premières et la main-d'œuvre sont les moins chères. Pour une pizza, il faut des céréales, du fromage et surtout des tomates. En fait, les tomates pourraient pousser partout en Europe. Mais toute la production industrielle est concentrée dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, dans ce qu'on appelle la mer de plastique. Pas parce que ça pousse mieux là-bas, mais parce que la main-d'œuvre est bon marché. Almeria, dans le sud de l'Espagne. C'est ici et dans le sud de l'Italie que poussent les 2/3 de nos tomates, de nos poivrons, de nos fraises et de nos pêches. Les plantations emploient de nombreux migrants venus d'Afrique du Nord. J'ai fabriqué ma maison avec ça. Des plastiques comme celui-ci ou celui-là. Ce sont les déchets des serres. Quand ils changent les bâches, je les récupère. Ça aussi, ça peut servir. Pour une fenêtre. Les contrats de travail sont rares. De nombreux exploitants recrutent leurs journaliers dans la rue, généralement pour 10 € la journée. J'aimerais bien avoir un travail avec un contrat, mais en ce moment, c'est pas évident. Tu travailles un jour et le lendemain, on te prend pas. Dans les serres, l'atmosphère est le plus souvent étouffante. Les conditions de travail sont difficiles et les salaires sont faibles. À part pour les légumes bio, ces monocultures ont recours à d'importantes quantités d'herbicides. Tu vois la poudre? Regarde. Tu vois, ils sont tous masqués. Et puis les gens, pour s'habiller aussi, il faut s'habiller avec des chemises de longues manches. C'est mieux. Les produits ne touchent pas son corps. Avec tous ces produits toxiques, il y a de quoi tomber malade, non? Voilà. Les produits doivent avoir un bel aspect et se conserver longtemps. Ils sont emballés dans du plastique, puis transportés vers les rayons de nos supermarchés. Les chaînes de supermarchés font pression pour que les coûts de production soient les plus bas possibles. Elles connaissent les conditions de travail des gens, mais tant que les agriculteurs arrivent à les fournir à ce prix, la pression continue d'augmenter. En bout de chaîne, il y a des migrants, des travailleurs immigrés et des petits agriculteurs qui n'ont pas d'autre choix que de produire dans ces conditions. Et ceux qui mettent la pression sont dans les conseils d'administration des grands groupes de distribution. On parle beaucoup d'écologie, mais on continue à faire des lois qui ne permettent pas aux entreprises de produire à la fois de manière écologique et de manière rentable. C'est sur ce point qu'il faut travailler. Le problème vient du pouvoir considérable des lobbies des grandes entreprises agroalimentaires et de l'influence que ces lobbies exercent sur les décisions de nos élus politiques. Il faut reprendre le contrôle là-dessus. Rungis, au sud de Paris. C'est le plus grand marché de produits frais d'Europe. Les grandes chaînes de supermarchés s'y approvisionnent en denrées venues du monde entier. L'un des pavillons est réservé aux producteurs de la région parisienne. François Pasteau est chef cuisinier et consultant en restauration. Il trouve ici tous les produits dont il a besoin. Ça va bien? Ça va. Ouais, toi. Les gars, ça va bien? Ça va.
Lui, c'est un producteur plus que local. C'est très important aussi d'acheter le plus possible en direct des producteurs parce que comme ça on achète les produits au juste prix, c'est-à-dire qu'eux ils vont gagner leur vie. C'est-à-dire ce qui est important c'est de soutenir justement toute cette agriculture locale. Je peux prendre une caisse ? Oui, tu peux prendre, oui. Par rapport à l'impact CO2, il y a moins de transport. Un légume de proximité n'aura pas subi les chocs thermiques, donc n'aura pas utilisé l'énergie d'un frigo, d'un camion, pour arriver enfin chez nous dans notre lieu de cuisine, on va dire ça comme ça. Allez, dès 5 heures du matin, les restaurateurs et les commerçants trouvent ici la matière première indispensable pour séduire une clientèle urbaine. Des produits frais en provenance directe des champs. Tu viens bien? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu as comme belle tomate aujourd'hui alors? La tomate ordinaire. Et ancienne aussi? Tomate ancienne? Je peux regarder? Ouais, de toute façon, déjà vendu. Mais... C'est complètement aberrant pour moi d'acheter une tomate qui vient de l'autre bout du monde, qui peut être bio d'ailleurs, mais acheter du bio de l'autre bout du monde, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens alors qu'on a de très beaux produits en France. Ils sont certes quelquefois un petit peu plus chers, mais vous savez pourquoi ils sont plus chers? Parce qu'ils sont cultivés avec leur cœur, ils sont cultivés dans les règles de l'art et ils nous offrent des produits d'une extrême qualité. François Pasteau a vendu son restaurant durant l'été 2019 pour réorienter son activité de cuisinier. Dans son nouvel établissement, il forme des cuisiniers et propose un buffet de midi axé sur des produits locaux. Alors déjà, je fais ça depuis que je suis tout petit parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué en fait, ces valeurs. On fait attention, on ne gaspille pas. J'ai eu la chance de grandir dans une maison à Paris avec un jardin. Et puis j'ai été beaucoup en province pendant toutes mes vacances scolaires. Donc à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était 3 mois de vacances scolaires. Donc j'étais tout le temps dans le sud de la France, au milieu de la nature. Donc ça aussi, ça m'a aidé à avoir cette sensibilisation-là. Tu peux y regarder, tu peux... Malheureusement, il faut communiquer comme ça. J'ai compris que en fait, la viande était très impactante pour le climat, qu'on n'avait pas besoin d'en manger autant que l'on mange, mais tout en me disant, attention, il faut garder cette notion de plaisir. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que ça soit culpabilisant. Avoir une alimentation éco-responsable doit être avant tout du plaisir. Mais on peut tout à fait avoir du plaisir en réduisant donc, les protéines animales dans ses assiettes, en augmentant les végétaux. À midi, le lieu se remplit rapidement. La base des plats est constituée de haricots, de lentilles et de salades fraîches. Les clients complètent leurs plats selon leur goût personnel. Alors laquelle? La tomate fraîche ou tomate fraîche? On choisit ces légumineuses et dans ces légumineuses, vous pouvez rajouter des protéines animales un petit peu si vous voulez, mais surtout plein de végétaux, de saison, de proximité. Donc j'ai voulu montrer aussi qu'on pouvait se faire plaisir et réapprendre à cuisiner ces légumineuses. On oublie que les légumineuses, on peut en avoir toute l'année, ça se cuisine très facilement, ça ne coûte pas cher et en plus il y a de très bonnes légumineuses bio en France. Les lentilles, les petits pois et les haricots sont presque aussi riches en protéines que la viande. C'est à nous d'avancer dans ce sens pour faire bouger les choses. C'est nous, en fait, consommateurs, qui avons le pouvoir de faire avancer les choses. C'est nous qui, en tant que consommateurs, avons le pouvoir de dire « oui, je vais acheter ce produit-là »,« non, je ne veux pas acheter ce produit-là ». C'est vous qui décidez en toute conscience. Les commerces parisiens font le bonheur des amateurs de saveurs exotiques. Plus de 43% des fruits et légumes consommés en France sont importés. Notre comportement alimentaire peut-il réellement changer la tendance? À Joinville-le-Pont, à l'est de Paris, Delphine Alain nous a ouvert les portes de sa maison. Delphine est avocate. Pratiquement tous les soirs, elle cuisine pour sa famille. La plupart de ses 5 enfants, certains sont étudiants, dînent à la maison.
Il y a beaucoup de choses qui viennent de ma grand-mère, en fait, quand j'étais en vacances avec elle, l'été, dans le sud de la France. J'avais du temps et elle aimait bien me transmettre ses recettes. Et c'est vrai que j'ouvre rarement des livres de cuisine, sauf quand je veux découvrir une nouvelle recette ou quand on a des amis. Mais sinon, je fais souvent les choses comme ça en fonction de ce que j'avais appris quand j'étais petite avec ma grand-mère. Tout le monde donne un coup de main. Luc, étudiant en commerce, Colline, la plus jeune, et Eric, le père. L'objectif, c'est que voilà, on soit tous contents de manger, mais sans faire des choses extraordinaires. Là, ce soir, ça va être quiche salade, salade de fruits. Et puis le week-end, j'aime bien faire en sorte, je prends un peu plus de temps, j'aime bien faire en sorte que ce soit un repas encore plus complet. Et puis qu'on puisse prendre le temps de manger, que j'aime bien quand les enfants, Eric, me disent bah, c'est bon, voilà. Voilà. Bon, la semaine, c'est surtout pour se nourrir, mais c'est vrai que le soir, j'essaye quand même de faire des choses qui soient quand même, qui donnent envie de se retrouver autour de la table et de passer un bon moment. La quiche est prête. Delphine informe tout le monde par texto. Et la méthode est efficace. Moi, je trouve que ce qui est important, ce qu'on a beaucoup en France, c'est le côté rassemblement du repas. Je trouve que c'est un des points... Voilà, à l'étranger, ils n'ont pas forcément ça partout et à chaque fois, il y a ce côté-là de on va se réunir et on va partager. Et en fait, peu importe finalement ce qu'on mange, parce qu'on mange c'est important, mais il y a aussi le côté de on va s'asseoir pour manger. On va pas juste s'alimenter, on va partager. Et voilà, c'est ce que je trouve important. Bon appétit, hein. Durant la semaine, toute la famille déjeune à l'extérieur et chacun décide de ce qu'il mange. Pour le dîner, Delphine aimerait modifier ses menus et réduire la part de la viande. Moi, si je pouvais ne plus du tout manger de chair animale, ça me conviendrait tout à fait. Et je pense qu'en plus, ça serait bon pour le climat, ça serait bon pour la planète, ça serait bon pour... Donc voilà, c'est quelque chose qui me conviendrait tout à fait. Mais pas totalement, hein. En vrai oui, en vrai, mais pas totalement. On la diminue complètement. Ah non, pas totalement. Un sevrage trop rapide, c'est dangereux. Non. Moi, je veux bien en acheter que pour le week-end maintenant. Un bon steak tartare de temps en temps. Dans les semaines à venir, la famille va tenter de changer ses habitudes alimentaires pour le déjeuner et le dîner. De retour à Vienne, nous accompagnons Marton et quelques collégiens sur le champ témoin. Ici, à gauche, vous avez la partie du champ qui est chez nous, en Autriche. Et à droite, vous avez la partie qui est à l'étranger. Derrière vous, il y a ce que vous consommez directement. Et ce grand champ sert à produire la nourriture que nous devons donner aux animaux, avant de pouvoir boire leur lait, manger leur viande, etc. En gros, un tiers de la surface correspond à ce que nous consommons directement. Et 2 tiers servent à nourrir les animaux. C'est quoi pour vous 4400 mètres carrés? Un terrain de foot? On va mesurer 1 mètre carré pour voir. Alors, voici l'un des 4400 mètres carrés dont vous consommez la production chaque année. 1 mètre carré, c'est la surface nécessaire pour produire une grosse assiette de spaghetti bolognaise, par exemple. Ici, nous sommes dans ce qui est sans doute la culture la plus importante, le maïs, que vous connaissez tous. Tout ça, c'est du fourrage pour les animaux. La part de fourrage de notre champ comporte 250 mètres carrés de maïs dans notre pays et 97 mètres carrés à l'étranger. Le maïs est omniprésent dans les campagnes, surtout dans les régions d'élevage intensif de porcs, de bovins ou de poulets. Et c'est grave pour nous d'avoir besoin d'autant de surface pour les animaux? C'est surtout grave pour les animaux, parce que les bêtes qui vivent en élevage intensif n'ont généralement pas une vie très agréable.
Elles passent l'intégralité de leur vie dans un hangar. La grande majorité d'entre elles ne sortent jamais en plein air. En plus, elles sont élevées de telle manière à atteindre leur poids d'abattage le plus rapidement possible. Il faut savoir qu'un poulet bio, élevé dans des conditions respectueuses, a besoin de plus de grains qu'un poulet hybride, qui est optimisé pour donner le meilleur rendement possible. Tout simplement parce que le poulet bio bouge beaucoup et qu'il a besoin de plus d'apport énergétique. En France, en Allemagne et en Autriche, la consommation moyenne de viande est de 60 kg par an et par habitant. Si tous les habitants de la Terre en mangeaient autant, nous aurions besoin d'une deuxième planète. Nous consommons 4 fois plus de viande qu'il y a 150 ans et 2 fois plus qu'il y a 50 ans. De telles quantités nécessitent une production industrielle. La consommation de produits carnés transformés a, elle aussi, nettement augmenté. Si nous continuons à produire des animaux au même rythme qu'actuellement, nous risquons de ruiner la fertilité de nos terres agricoles. Le maïs est l'un des pires pompeurs d'eau et de nutriments. Il prélève énormément d'éléments du sol, mais il n'en rend qu'une partie très infime. Et chez nous, on le cultive d'une manière qui tend à épuiser les terres. L'autre problème, c'est que nous avons moins de surface agricole que celle dont nous avons besoin. Si tout le monde mangeait autant de viande que nous, il n'y aurait pas assez de surface cultivable. La parcelle de soja occupe elle aussi une surface importante. Elle mesure 204 mètres carrés. Tout ça, c'est du soja. On est à la limite entre les surfaces dévolues aux humains et celles pour les bêtes. La plupart du soja sert à nourrir les animaux. Le soja est l'une des grandes monocultures actuelles. Et ces monocultures sont en train de dévorer les forêts vierges du Brésil et d'Argentine. 90% des importations de soja viennent d'Amérique du Sud. La consommation de l'Allemagne requiert à elle seule une surface équivalente à la moitié de la région Bourgogne-Franche-Comté. Avant qu'on ne plante ces cultures, tout ça c'était de la forêt. C'était des terres bon marché. Il suffisait d'abattre les arbres. L'économie de notre région est essentiellement basée sur le soja. Nous en cultivons pour le monde entier. Il y a du soja partout, tout autour de nous. Avant, ces terres étaient cultivées par des familles d'agriculteurs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que du soja. Les changements d'affectation des sols contribuent aujourd'hui davantage au changement climatique que la production industrielle ou le transport à l'échelle planétaire. On va finir par mourir de faim. Ils font du soja et du maïs. Et tout le reste, ça ne compte pas. Mais pour le soja, il faut des tracteurs et du matériel. Et on n'a pas les moyens d'acheter tout ça. Le soja a été génétiquement modifié pour supporter les pulvérisations de glyphosate. Tous les autres végétaux meurent.
Ils ont des techniques très efficaces contre les ravageurs. Mais à cause de leurs produits, plus rien d'autre ne pousse dans la région. Quand on plante des haricots, ça ne pousse pas. L'Union européenne importe chaque année 33 millions de tonnes de soja. Ce soja vient d'être récolté. Vous en mangez du soja? En manger? Je préfère pas. Le soja OGM est utilisé massivement pour nourrir les animaux d'élevage. Aux 60 kg de viande qu'il faut produire annuellement pour chacun d'entre nous, s'ajoute la demande considérable en lait et en produits laitiers. Notre consommation de lait ou de produits laitiers est de 130 kg par personne et par an. Les agriculteurs se plaignent souvent que les consommateurs veulent surtout des produits bon marché et qu'en plus il faut que ce soit bio. Ils ont raison. Au bout du compte, nous déterminons notre agriculture à travers les produits que nous achetons. Nous donnons une mission aux agriculteurs. Une mission qui suscite l'intérêt de nombreux industriels. Certains misent sur les OGM et la viande de laboratoire. D'autres, à l'inverse, remplacent les protéines animales par des protéines végétales. Cette usine produit des cevapcici sans OGM et d'origine 100% végétale. Avec un associé, Andreas Gebhardt a décidé il y a 3 ans de créer une entreprise de substitut de viande végétarien. J'aime la viande en termes de goût et de texture en bouche, mais j'aime aussi les animaux. Mon but est d'offrir aux amateurs de viande le plaisir auquel ils sont habitués en matière de texture, de goût et de sensation. J'aimerais qu'ils aient l'impression de manger de la viande et de consommer un produit sain qui les rassasie et qui leur procure le plaisir de la mastication. Andreas a appris le savoir-faire alimentaire au sein de sa famille. Il a grandi dans une boucherie. Quand j'étais jeune, j'ai été témoin de plusieurs scandales liés à la viande. Nous sommes une entreprise familiale qui a toujours privilégié la qualité. Mais nous avons dû subir les effets négatifs des dérives de l'industrie. Quand j'ai repris l'entreprise, je me suis demandé si j'allais continuer à travailler avec les mêmes méthodes que mes parents. Et j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, parce que j'avais envie de développer une gamme de produits sains. Et à l'âge de 36 ans, j'ai commencé des études de technologie alimentaire. Les produits sont développés dans une cuisine laboratoire. La base de ce burger est constituée de protéines et de fibres de petits pois, de fécule de pommes de terre, d'huile de tournesol et de sel. Pour le goût, on y ajoute des oignons, de la carotte, du poivre et d'autres épices. Les grandes chaînes de distribution exigent des goûts spécifiques pour leur propre marque. La demande est en hausse. Et le bilan carbone est positif, car les burgers végétariens sont plus respectueux du climat que les burgers à la viande. 100% de nos matières premières viennent d'Europe. C'est un critère minimum. Les épices et les herbes viennent même d'Autriche. La base des préparations est constituée de petits pois en substance pure, débarrassés de leur cosse. Tout le monde connaît les petits pois, depuis l'enfance. C'est un produit facile à trouver en grande quantité. Le petit pois est parfaitement adapté au climat européen. C'est un climat très changeant, mais le petit pois le supporte très bien. Il est exempt d'allergènes et tout le monde l'apprécie. Le burger vegan, sans ajout d'origine animale, a besoin de moins de surface cultivable. Mais séduira-t-il les amateurs de viande ?
L'idée n'est pas d'interdire aux gens de manger de la viande, mais de proposer une alternative qui ait du goût. Je connais beaucoup de boucheries qui apprécient nos produits et qui acceptent de les commercialiser. Et au-delà des bouchers que je connais, il y a tout un pan de l'industrie qui essaie d'anticiper et qui investit dans des technologies permettant de développer et de produire des alternatives à la viande. Jonas Richter a également participé à la visite du champ témoin. Gestern, ja, waren wir auf dem Feld. Ah ja, genau. Und, wie war's? Ja, ganz cool. Und wo soll ich den hingeben? In die Gemüselade. Da ging es halt um Ernährung. Und zum Beispiel, dass Leute, die kein oder weniger Fleisch essen, ja, dass die gesünder und länger leben. Und das heißt, wenn wir jetzt weniger Fleisch essen würden, würde ich länger leben. Du, ja, keine Ahnung, ob du länger leben würdest. Aber gesünder würdest du leben. Soll man da jetzt dann ganz drauf verzichten, oder? Nein, aber man soll es ein bisschen reduzieren. Du isst ca. 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Ich? Ja. 60 Kilo? Ja. 60. Nur ein Schwein pro Mensch. Ich würde mein eigenes Körpergewicht essen. Also. Ja, ist aber eh nicht viel, ganz ehrlich, für ein Jahr. 60 Kilo ist schon viel. Für ein Jahr, für ein Mensch, Jahr, so darfst du nicht jetzt 60 Kilo. Ich habe, das ist Kilo, nicht wie viel an mir dran ist. 60 Kilo, so viel kannst du nicht mal heben. Ja, sicher ist viel. Ja, aber es ist halt schwierig, weil dann mit der Kocherei das Gemüse zu schnibbeln ist halt anstrengender, muss ich sagen. Und auch viel zeitaufwendiger, in Wahrheit. Ja und, aber du lebst gesünder. Delphine Alain se rend au marché. Les week-ends, elle essaie de nourrir sa famille exclusivement avec des produits frais. Au menu d'aujourd'hui, il y aura du poisson, de préférence pêché dans les eaux françaises. Mais même trouver du poisson européen n'est pas simple. La quasi-totalité des stocks de poissons de l'Union européenne sont épuisés par la surpêche. C'est pourquoi Delphine préfère le poisson pêché à la ligne et non pas au chalut. Ça vient de Vendée. Ça vient de Vendée. Et le bar, il vient d'Atlantique Nord, alors, mais... Après, c'est vaste. Hein, ouais. Nord, Donc, français, c'est vraiment lieu jaune. Française, Vendée, ouais. Ça vient de la Turballe, des Kitsols. Ouais. J'aurais pris le bar sauvage s'il y en avait deux, mais je vais essayer les lieux jaunes. C'est ça? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au revoir. Merci. Michel avec Michel. Le poisson est un aliment sain. La consommation européenne est passée de 15 à 22 kilos par personne et par an. Les stocks sont menacés et les dégâts causés par les chaluts sont connus. Pourtant, les chalutiers de l'Union européenne continuent de pêcher. 2/3 des mers européennes sont considérées comme surexploitées. Selon les écologistes, le manque de contrôle fait que les quotas de pêche ne sont souvent pas respectés. L'aquaculture est une solution possible. 90% des saumons que nous consommons sont produits dans des élevages en Norvège. Les fjords du pays accueillent environ 400 millions de saumons d'élevage. Une industrie gigantesque et ultra sophistiquée, avec système d'alimentation automatisé et contrôle permanent. Pourtant, presque tous les poissons d'élevage présentent des traces de pesticides, car les poissons prédateurs, comme le saumon, sont aujourd'hui nourris avec des végétaux traités chimiquement, par exemple avec du soja. Dans les élevages de Panga, au sud du Vietnam, les contrôles sont rares. Pratiquement aucune restriction ne limite l'utilisation d'antibiotiques et d'additifs. Les excréments et les germes polluent les eaux et les poissons.
Pourtant, la demande de panga ne faiblit pas. Chaque année, le Vietnam produit près de 2 millions de tonnes de ces poissons d'eau douce. Une fois surgelés, ils partent pour l'Europe. Rungis est l'un des principaux marchés aux poissons d'Europe. Tôt le matin, nous retrouvons François Pasteau. Les grands restaurants et les entreprises de restauration collective se fournissent ici. Ils trouvent tous les poissons du monde, du Pacifique, de l'Atlantique, des eaux russes ou chinoises, tout comme ceux des côtes françaises, ainsi que des espèces rares, voire menacées. Mais quels sont les critères pour choisir le poisson? Alors, ce qui est important, c'est de... Valérie, ça vient d'où? Ça vient de Bretagne. De Bretagne. Bretagne. Vive la Bretagne et les Bretons. Pêche de filayeur, donc pas de chalut. Privilégier les petits bateaux, parce que justement, ça ne détruit pas les fonds marins. Et le poisson est aussi bien meilleur, parce que vous savez, quand vous pêchez un poisson au chalut, il va se retrouver sous 200 ou 300 kg d'autres poissons, donc il va être écrasé, vous imaginez. Si vous mettez sous 200 ou 300 kg de poissons, vous auriez la chair un peu écrabouillée. C'est énorme ça. Pour ça, ça vaut très cher aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est un très bon poisson quand c'est grand. C'est trop petit ça. Mais là, c'est trop petit, il faut le laisser dans la mer. Ça, c'est trop petit, Simone, par exemple. Voilà. Ça ne devrait pas être en vente. C'est pas normal. Parce qu'il est trop petit, parce qu'il n'a pas eu le temps de se reproduire. Ça, c'est détruire la mer. En fin de matinée, nous nous rendons dans une résidence pour seniors où François Pasteau intervient en tant que consultant en restauration collective. Bonjour monsieur. Bonjour chef. Et ça va? Ça va, Marguerite. Bon, allez, on va attaquer. Ok, on commence par quoi alors? On va commencer par le poisson. Donc tu vois, avec cette partie-là, là, Robin. Oui. Là, tu vas faire cette partie-là là, qui va être trop sèche, on va la garder, cette partie-là, oui, pour faire des beaux filets. Et tu vois, l'avantage de faire ça, c'est que plutôt que de mettre ça à la poubelle, habituellement, ça c'est une partie tu vois, que tu gardes pas parce que tu ne peux rien en faire. Là, l'avantage, c'est que tu vas pas gaspiller, tu vas vraiment réutiliser ça et en faire quelque chose de goûteux. Des produits choisis en conscience et utilisés intégralement. Une pratique qui permet de réduire la surface agricole et les émissions de CO2. Alors, le défi dans ce genre de résidence pour seniors, personnes âgées, c'est effectivement en cuisine d'adapter des plats à un grand nombre, à un restaurant collectif, avec toute une démarche éco-responsable derrière. Et moi, mon rôle dans ce genre d'établissement, c'est d'amener les chefs à réfléchir différemment. Il te restait, je crois, hier tu as fait un plat avec de la courgette, tu as gardé les pots de courgette. Il faut juste donc les pots de courgette, on va les blanchir, si tu les as, à Portelet. C'est pas grave si c'est taillé comme ça, du coup, c'est pas grave. Ah mais c'est très bien, c'est parfait, c'est vraiment la peau de courgette, voilà. Ouais. Les restaurants collectifs, le coût du repas doit être très faible parce que les prix des menus sont vendus vraiment pas cher. Donc le seul moyen d'y arriver, c'est, en proposant des produits de qualité, c'est d'utiliser ces produits jusqu'au bout. Donc c'est d'utiliser la moindre petite parure de viande, de poisson, de légumes et d'en faire quelque chose de bien. On va filtrer ton bouillon là parce que tu l'as mis à cuire il y a combien de temps ça? Il y a 2 heures. Il y a 2 heures, c'est bon, c'est cuit ça, large. Ok. On va récupérer les légumes qui sont dedans, les carcasses dans les biodéchets. Le credo de François Pasteau, acheter intelligemment et prévoir des menus à base de produits locaux et de saison pour toute la semaine. Et éviter les plats stéréotypés des cuisines collectives. Par exemple, la veille pour le lendemain, effectivement, comme on a fait là, c'est-à-dire qu'hier on a cuit du poulet, un poulet rôti comme à la maison, entier, c'est-à-dire on a récupéré les carcasses aujourd'hui pour faire un bouillon justement. Ça évite de jeter cette fameuse carcasse, ça a quand même du goût encore, et du coup ça permet de la réutiliser et de ne pas la jeter.
C'est une démarche complètement différente de ce qu'ils ont à l'heure actuelle dans la plupart des établissements. C'est vraiment structurer les cartes, les menus par rapport à l'approvisionnement, par rapport aux saisons, par rapport aux produits et se dire, bah tiens, avec ce produit-là, c'est vrai que toujours j'ai toujours un peu de perte parce que je ne peux pas le mettre dans cette recette-là, mais je vais pouvoir faire une autre recette le lendemain avec cette partie de produits et là-dessus, je vais faire des économies. Et ça va vraiment être goûteux, ça va vraiment être une cuisine généreuse, de plaisir et respectueuse des produits et des personnes qui nous les offrent. Plus de la moitié de ce que nous mangeons n'est plus préparé dans notre cuisine, mais produit dans les cuisines collectives et industrielles. Impossible dans ces conditions de décider du contenu de notre assiette ni de savoir d'où viennent les produits que nous consommons. Dans l'école de Marton, c'est l'heure du déjeuner. Les enfants ont le choix entre plusieurs menus. Au même moment, la mère de Marton se rend à la cantine de son entreprise. Ça a l'air très artificiel. Je ne sais pas si les produits sont frais ou pas, mais ça ne donne pas une impression de fraîcheur. Et leurs associations de goût ne sont pas terribles. Das Fleisch ist zu hart. Die Soße schmeckt ekelhaft. Die Knödel sind einfach nur schlecht. Wenn ihr die habt, die schmeckt nach Wasser, das schmeckt wie Wasser mit Das wird heißes Wasser mit Salz. Nein, es ist gar kein Salz drin. Je trouve que c'est plus agréable de manger seul. Je n'aime pas quand il y a du monde et des allées et venues. Dans mon bureau, au moins, je suis au calme. Je peux lire ou continuer à travailler. Je préfère déjeuner ici. Tous les midis, Éric Alain va chercher son repas à emporter dans un commerce proche de son lieu de travail. Et il retrouve les collaborateurs de son cabinet d'avocats pour le déjeuner commun à la table de réunion. C'est devenu un rituel. C'est un cordon bleu avec des légumes, pour être très sage. Je préférerais quand même un gros steak avec beaucoup de frites, mais bon. J'aime bien manger les sandwichs parce que c'est le plus simple, le plus rapide et que c'est relativement complet. Et efficace. C'est comme dans le boulot. J'essaie d'avoir un repas relativement rapide, si possible équilibré, mais en même temps, comme je suis un petit peu dans la même situation qu'Éric, c'est que j'ai une épouse qui fait beaucoup de légumes le soir, je sais que le midi, je peux un peu me lâcher. Voilà, donc je fais moins attention à forcément manger légumes, viande, voilà. Je sais que le soir, je vais en avoir pour mon compte. Il est solidaire, hein? Ah, complètement. Très solidaire. Nos aliments ont un impact important sur l'effet de serre, certains plus que d'autres. La production d'un kilo de légumes de plein champ ne génère que 200 grammes de CO2. Un kilo de pain en génère 1 kilo. Pour les œufs, c'est le double. Pour le poulet et le porc, c'est 4 fois plus. Les frites surgelées sont encore plus polluantes, tout comme le fromage et la viande de bœuf, qui génèrent respectivement 9 et 14 kilos de CO2. Claudia Richter a été convaincue par son fils. Avec quelques amis, elle s'est inscrite à un cours de cuisine végétarienne. Christa Böhm est agricultrice bio et cuisinière. Elle connaît les petits secrets de la cuisine végétarienne. J'ai grandi en mangeant de la viande et j'ai gardé l'habitude d'en cuisiner dans ma vie d'adulte. Ce qui me manque, ce sont les alternatives à la viande. Je sais préparer des accompagnements, les haricots ou les petits pois, mais ça s'arrête là. Et ça ne suffit pas.
Actuellement, on trouve beaucoup de légumes de saison, alors on va faire une salade mélangée. Vous voulez bien laver le concombre et couper les tomates. Mais en hiver, tu fais quoi? En hiver, mon mari et moi, on mange beaucoup de courges. La courge est un légume de conservation. Pas besoin de le mettre au frigo. Il se conserve très bien à la cave. Oui, mais on ne peut pas faire que ça. Qu'est-ce que vous mangez d'autre sinon? Des carottes, du panais, des légumes racines. Tous les légumes d'hiver en fait. Le chou de Bruxelles. Ah, j'ai horreur de ça. Les choux non plus, je n'aime pas. Je sais faire une salade de betterave rouge, d'accord, mais en plat principal, une salade ne suffit pas. Tu peux faire plein de choses avec les betteraves rouges. Une soupe, par exemple, c'est délicieux. Oui, mais ce n'est pas non plus très rassasiant. Tu peux faire un gratin de betteraves rouges et de pommes de terre. Il y a aussi le... Comment ça s'appelle déjà? Le borsch, non? Ah oui, c'est russe, ça. Ok. Voilà, j'ajoute les oignons que j'ai fait dorer. On a aussi du persil frais. Le persil est très riche en vitamine C. Les gens parlent toujours des citrons et des oranges, mais il y a aussi beaucoup de vitamine C dans le persil. C'est vrai. Souvent, on sous-estime la teneur en vitamines ou en fer de beaucoup d'aliments. Il n'y a pas que la viande. Les céréales sont très riches en fer et en vitamines. On croit toujours qu'il faut des citrons pour la vitamine. Ce n'est pas vrai. En fait, tout ce dont nous avons besoin pousse chez nous. Nous n'avons pas forcément besoin de ce qui ne pousse pas chez nous. Oui, mais cuisiner soi-même, ça fait beaucoup de travail et ça prend du temps. Il faut en avoir envie, c'est vrai. Il ne faut pas voir ça comme du temps perdu. C'est du temps que tu consacres à toi et à tes enfants. Tu en mets pas mal. Je devrais peut-être oser épicer davantage, moi aussi. Oui, souvent il faut un peu de courage, c'est vrai. Pour que ça ne soit pas aussi fade. C'est vrai. La consistance est bien, non? Oui, c'est bien compact. Oui. Et je n'ai pas mauvaise conscience, puisque je sais que ce ne sont que des légumes et des céréales. Et que tu n'as rien fait de mal. Oui. Ici, nous sommes dans la partie qui correspond à la production à l'étranger. Là au fond, vous voyez une partie très importante de notre champ. Vous connaissez ces palmiers? Ce sont des palmiers à huile. L'huile de palme. L'huile de palme. On en trouve pratiquement partout. Actuellement, c'est l'huile que nous consommons le plus. Là, vous avez les 80 mètres carrés de palmiers à huile nécessaires à chacun d'entre nous. Et ils donnent plus d'huile que les 204 mètres carrés de soja qui se trouvent là-bas. Plus de 80% de la production mondiale d'huile de palme vient d'Indonésie et de Malaisie. Et d'immenses surfaces de forêts vierges ont été défrichées au cours des dernières décennies. L'Indonésie et ses îles de Sumatra, de Bornéo et de Papouasie. Chaque année, le pays subit de gigantesques incendies de tourbe, conséquence des déforestations massives au profit des palmiers à huile. La forêt abrite une diversité végétale et animale unique au monde. En 1990, les 2/3 du territoire étaient recouverts de forêts. Il ne reste aujourd'hui plus que quelques parcelles intactes. Pourtant, la destruction des forêts indonésiennes se poursuit au rythme de 150 000 hectares tous les ans. C'est l'équivalent de 210 000 terrains de football, chaque année. Privés de leurs terres, les petits agriculteurs n'ont souvent pas d'autre choix que de travailler dans les plantations de palmiers à huile. Melanggar peraturan dan berbuat salah. Melanggar peraturan dan berbuat salah. 2. Kawan aktif bekerja. Kawan aktif bekerja. Dan saya bermalas-malasan. 7. L'essentiel pour le bon rendement d'une plantation, c'est la capacité à refaire constamment le même geste. La main-d'œuvre doit respecter la procédure et faire preuve de discipline. Il y a 20 ans, l'huile de palme était une denrée rare et peu connue en Europe. Mais depuis, sa production s'est industrialisée et elle rapporte gros.
La production d'huile double tous les 10 ans. Ça dure depuis des décennies. Et il est prévu qu'elle double à nouveau dans les 10 années à venir. Les palmiers à huile poussent surtout le long de l'équateur. En Afrique, les déforestations et les spoliations de terres ont d'ores et déjà commencé. L'huile de palme est très polyvalente. Elle est utilisée dans de nombreux produits. Tout d'abord comme huile alimentaire et dans toutes sortes de confiseries. Mais elle entre aussi dans la composition de savons, de shampoings ou de lait corporel. Et même dans les mascaras ou les rouges à lèvres pour les dames. À température ambiante, l'huile de palme est solide. Mais ses composants sont faciles à isoler et à exploiter. Les glaces et les pâtes à tartiner sans huile de palme sont rares. La caractéristique principale de l'huile de palme, c'est son énorme rendement. 1 hectare de palmier produit environ 10 fois plus d'huile qu'un hectare de soja et 6 fois plus qu'un hectare de colza. Et comme la demande d'huile alimentaire n'arrête pas d'augmenter, l'huile de palme joue un rôle très important. Nicolette Kovacs et son fils Marton veulent faire leurs courses en évitant l'huile de palme. Mais celle-ci est présente dans 60% des produits de supermarché. Milka wird er sicher kennen. Oh je, Mine. Palme drinnen. Palme kaufen wir nicht. Und was ist mit diesem Mini-Schokokeksen? Da ist auch Palmöl drinnen. Ja, da ist auch Palmöl drinnen. Okay. Ah, schau. Bio-Kekse. Ohne Zucker. Orange-Dinkel, das ist lecker. Ohne Palme, schau. Es sagt schon. Ohne Palme. Ah, die schauen gut aus. Wo kommen diese Kirsche rein? Warte. Schau. Gibt es wieder österreichische Kirsche? Die sind auch aus Österreich, sie? Könnte für die Abrisch auch so ein Packung werden. Das ist aus Österreich und ganz schön. Die sind aus Österreich? Ja, das siehst du nicht. Da steht's. Okay. Und hier habe ich Avocados, aber dann nehmen wir die, weil die sind bio. Außerdem kosten die... Ah nein, die sind bio. Aber die sind auch bio. Oder sind die jetzt bio? Nur die sind bio. Die sind gar nicht bio. Dann nehmen wir die bio. Und die kommen aus... Die kommen aus der... Moment. Die kommen aus Peru. Peru, naja. Avocados wachsen nicht in Österreich. Avant d'atterrir dans nos assiettes, un avocat parcourt environ 13 000 km par avion. Et la croissance d'un seul avocat nécessite pas moins de 400 litres d'eau. Dans un premier temps, l'explosion de la demande a fait les affaires des agriculteurs d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud. Mais les énormes besoins en eau de ce fruit sain et nutritif ont de graves conséquences. Des fleuves entiers se retrouvent asséchés, comme ici au Chili. La moindre pluie entraîne d'importantes érosions. Ici, vous avez un avocat qui a été suffisamment arrosé. Et ça, c'est un avocat qui a manqué d'eau au cours de sa croissance. Notre production a chuté de 50%. À certains endroits, les avocats sont tous très petits parce que nous n'avons pas assez d'eau pour les arroser. Nous n'avons plus accès à l'eau des collines qui est aujourd'hui captée sur les pentes. Au problème du besoin en eau s'ajoute celui du transport. 1 kilo d'avocat produit dans le sud de la France génère 640 grammes de CO2. 1 kilo d'avocat d'Amérique du Sud dégage 14 kilos de CO2.
Nous devons nous concentrer sur des formes d'agriculture moderne, à savoir sur l'agriculture écologique, qui est celle qui consomme le moins de ressources et le moins d'apports extérieurs. Il faut aussi revenir au circuit court et produire nos aliments dans la région où nous vivons. Beaucoup de produits n'ont pas besoin d'être acheminés sur des milliers de kilomètres, parce qu'ils poussent chez nous. C'est ce genre de solution qu'il faut développer, sans avoir peur d'aller au conflit avec ceux qui voudraient nous faire consommer des produits venus de loin. En clair, il faut revoir tout le système de production de masse que nous avons mis en place ces 50 dernières années et le réorienter vers une production locale, naturelle et écologique. 1 kilo de tomates bio cultivées localement ne génère que 70 grammes de CO2. Si elles viennent du sud de l'Espagne, leur empreinte sera de 300 grammes. Celles cultivées hors saison en serre chauffée dégagent 6,7 kg de CO2 par kilo de tomates. De bonnes raisons d'acheter les légumes à la saison à laquelle ils poussent localement. Aujourd'hui, le cours de cuisine végétarienne porte sur une recette de pâte à l'épeautre avec une sauce carbonara végétarienne préparée à partir de tofu fumé et de lait de soja. Même avec le tofu, il faut veiller à prendre du tofu autrichien, fait à partir de graines de soja cultivées ici, en Autriche. Ça évite la déforestation de la forêt vierge au Brésil et ça évite le transport aérien. Le soja pousse très bien chez nous. Par contre, quand on en achète, il faut faire attention à le prendre en bio, parce que sinon, on ne sait pas s'il a été génétiquement modifié ou pas. Donc, quand c'est bio, il n'y a pas de manipulation génétique. Voilà, c'est totalement exclu. C'est assez simple finalement. Oui, c'est un plat facile et rapide à préparer. Les galettes de céréales sont faciles à faire aussi. Là, on prépare plusieurs plats pour le cours, mais pour un repas chez soi, on n'en ferait qu'un. Oui, bien sûr. Les pâtes à la farine complète d'épeautre. Merci, c'est bien servi. Et la sauce carbonara végétarienne. Bon appétit. Merci. Ça fait un peu exotique avec le soja et le tofu. Je ferai ça à la maison cette semaine. Super. C'est vraiment proche d'une carbonara classique. Si tu ne leur dis rien, ils ne verront même pas que c'est du tofu à la place du lard. Oui, je leur ferai ça en cachette. Marton a réussi à convaincre ses parents et son frère de venir visiter le champ témoin avec lui. Si on continue un petit peu et si on se retourne, on verra les deux parties du champ. Cette partie qui va jusqu'au fond, là où il y a les arbres fruitiers, correspond à ce qui est produit à l'étranger et que nous importons. Et cette petite partie correspond à ce qui est cultivé ici, en Autriche. Ah oui, c'est très net. Oui. Oui, l'autre partie est 2 ou 3 fois plus grande. Oui, là tu as 2 tiers du champ et ici 1 tiers. Ici, par exemple, il y a des noix. On les importe aussi? On n'a pas assez de noix en Autriche? Apparemment non. Ici, c'est le sucre. Il a déjà bien poussé. Le sucre pour une personne par an? Oui. Mais toi, il t'en faut 2 fois plus? Pas vrai? Oui. Regarde, c'est du sucre. Et c'est de cette fleur que sort le pavot. Ah oui, on voit les graines sortir. Et on peut les goûter. C'est bon. Et ça, c'est... Je peux en reprendre? Non, plus tard. Voilà, c'était le champ. Vous avez des questions? Maman? Ça fait une sacrée surface. De plus en plus d'organisations proposent aux habitants des villes des produits frais et régionaux directement en provenance des producteurs. Cette start-up livre les produits de 300 agriculteurs à leurs clients de Vienne en contournant les intermédiaires comme les grandes surfaces et les supermarchés. Les Kovacs ont commandé en ligne, mais ils viennent chercher leur première livraison sur place. Tu peux goûter si tu veux. Tu veux goûter?
C'est très bon. Tu veux goûter? Avec un peu de pain, peut-être? C'est délicieux. Tu as déjà goûté ça? Tiens. Comment vous trouvez le salami? Il est délicieux. Ça fait plaisir. Attends, papa en voulait aussi. C'est sympa de voir des citadins se poser ce genre de questions. D'où viennent les produits alimentaires? Qui les produit et comment? L'absence d'intermédiaires permet aux producteurs de toucher une part plus importante du prix de vente. Avec la manière dont le commerce fonctionne actuellement, les entreprises agricoles ne touchent qu'entre 10 et 20% du prix que le consommateur paie au supermarché. Nous avons décidé d'inverser cette règle, car nous voulons que le producteur touche la plus grosse partie du prix. Pour cela, nous déterminons une marge fixe pour chaque catégorie de produits. Sur le beurre, par exemple, notre marge est relativement faible, parce que nous voulons proposer les produits de base au prix le plus bas possible. Sur d'autres catégories de produits, par exemple les produits transformés ou les vins, nous prenons une marge un peu plus élevée. C'est un compromis équitable pour tout le monde. C'est très bon. Excusez-moi, j'en reprends. Ne vous excusez pas. Je vais en couper un peu plus. Délicieux. Séoul, la capitale de la Corée du Sud, compte 10 millions d'habitants. En habit traditionnel, les agriculteurs célèbrent le 30e anniversaire de Hansalim, une coopérative agricole qui tient tête aux géants de l'industrie sud-coréenne. C'est la fête des récoltes. Alors que des milliers d'agriculteurs européens vendent leurs fermes chaque année, le nombre de producteurs et de clients de Hansalim est en forte progression. 3000 agriculteurs fournissent 1,5 million de consommateurs en produits frais, régionaux et sans pesticides. Parmi eux, Dong Young-him. Son père a été l'un des pionniers de la coopérative. Avec le recul, je me rends compte que mon père a surtout eu le courage de sortir des sentiers battus. Je suis très fier de voir qu'ici, sur l'île de Jeju, beaucoup de gens veulent se lancer ou se sont déjà lancés dans une agriculture respectueuse de l'environnement. Les champs sont de petite taille et essentiellement cultivés à la main. Comme la coopérative garantit des prix fixes et corrects, les revenus sont suffisants. L'idée de mon père était de cultiver des variétés différentes et en petite quantité. Nous vivons actuellement une période de changement climatique et cultiver une seule variété de plantes en grande quantité est devenu risqué. Pour gagner sa vie, il vaut mieux diversifier les cultures et travailler sur des petites parcelles. Le prix des produits est fixé par les représentants des producteurs et des consommateurs. Et il s'applique pour toute une année, indépendamment des prix du marché mondial. Dans un premier temps, nous évaluons les ventes de l'année à venir à partir de nos prévisions de production. Puis, les producteurs proposent des augmentations de prix en fonction de l'évolution de leurs coûts de production. Ensuite, les consommateurs et Hansalim se réunissent pour discuter si ces propositions correspondent aux conditions du marché. Lors des réunions de fixation des prix, nous tenons compte de tous les coûts nécessaires à la fabrication d'un produit. Par exemple, sur un prix de 100 won coréens, 73 won vont aux producteurs. Le reste va à Hansalim pour ses coûts de fonctionnement. Ces structures en forme d'entonnoir ont été installées près des îles du sud de la Corée.
Il s'agit de nasses utilisées pour une méthode de pêche durable. Les filets de pêche en bambou datent d'il y a environ 1000 ou 1500 ans. La technique de fabrication s'est transmise de génération en génération. La marée pousse les anchois dans les filets. La récolte se fait une fois par jour. Sur cette île, 40 pêcheurs indépendants travaillent pour Han Salim. Les poissons issus de cette pêche durable sont très appréciés. J'ai commencé à travailler avec Han Salim il y a 5 ans sur recommandation d'un ami. Travailler avec eux m'apporte plus d'avantages que de vendre aux distributeurs. On est totalement indépendant. On est libre de travailler comme on veut. Et ça se passe très bien à tous les niveaux. Tous les produits de Han Salim sont préparés localement. Plusieurs entreprises, membres de la coopérative, comme cette usine de tofu, transforment les matières premières en produits alimentaires. L'usine appartient aux consommateurs et aux agriculteurs et n'a pas besoin de faire des bénéfices. Cela permet de maintenir les prix au même niveau que ceux des supermarchés. Le prix client de notre tofu est très bas parce que nous ne cherchons pas à faire des bénéfices. Les profits vont aux agriculteurs, ce qui fait que les prix de vente restent peu élevés pour les consommateurs. Dans les villes coréennes, Han Salim a ouvert 250 commerces réservés à ses adhérents. 1,5 million de consommateurs, soit autant que le nombre d'habitants du Pas-de-Calais, ont ainsi accès à des produits frais et bio. Han Salim propose 2000 produits, ce qui permet un approvisionnement 12 mois sur 12. Prochaine étape, la suppression des emballages plastiques, pourtant très prisés en Corée où l'hygiène est primordiale. La Corée est un pays montagneux. Ici, une entreprise partenaire de Han Salim fait fermenter des herbes et prépare de la pâte de soja selon une méthode traditionnelle. La pâte repose une année entière dans des jarres en argile avant d'être livrée en ville. Nos produits ne sont pas destinés à un public que nous ne connaissons pas, mais aux adhérents de Han Salim. Quand vous ne connaissez pas vos clients, vous faites moins attention aux détails. Quand vous savez que les produits seront consommés par des gens de votre famille, vous êtes beaucoup plus attentif. Ces coopératives faisant le lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs, il en existe également en Europe. Notamment dans le land autrichien de Carinthie. Depuis 30 ans, cette épicerie généraliste de Sankt Daniel, dans la vallée de la Gaille, propose également les produits des agriculteurs de la commune. La grande majorité des habitants du village sont membres de l'association qui gère le commerce. Plus de 90 produits vendus ici proviennent de la région. Ici, nous avons du yaourt nature. Il est fait par une fille du village. Elle nous appelle régulièrement pour nous demander si on a besoin d'être livré. Là, c'est de la caillebotte. Là, on a de la truite de chez Tsankel, du poisson fumé et du poisson aigre pour les encas. On a également du saucisson de différents producteurs établis dans un rayon d'environ 5 km. En l'absence d'intermédiaires, les agriculteurs qui font vendre leurs produits dans ce magasin touchent près de 80% du prix de vente, ce qui leur permet notamment d'investir dans la qualité de leurs produits.
Hubert Zankel est agriculteur. Avec quelques amis, il a sauvé ce commerce, resté vacant pendant 2 ans, après l'ouverture de plusieurs supermarchés dans la vallée. Nous livrons nos fromages aux hôtels et aux restaurants. Mais notre plus gros client, c'est ce magasin. S'il n'existait pas, je ne sais pas du tout à qui je pourrais vendre tous les produits que j'arrive à écouler grâce à lui. Ici, on touche beaucoup plus de consommateurs qu'on ne pourrait le faire avec notre ferme. L'exploitation de Hubert se trouve à plus de 1000 mètres d'altitude. La ferme a obtenu la certification bio. Les 11 vaches laitières passent l'essentiel de leur temps en plein air et elles connaissent le chemin depuis les pâturages jusqu'au lieu de traite. Au menu, de l'herbe et du foin. Les vaches fournissent près de 200 litres de lait par jour qui servent de base à la production de fromage. Hubert Zankel dirige son exploitation avec son fils Lukas. Pour moi, c'est devenu un projet de vie. J'ai envie de vivre ici et de tirer le maximum des ressources de notre région. Le lait frais permet de produire 20 kg de fromage par jour. Du fromage de montagne, du fromage fermier et du camembert. Le lait a besoin de temps. Ce n'est pas un travail qui peut se faire rapidement. Et à notre époque où tout doit aller toujours plus vite, c'est agréable de travailler calmement, de laisser au lait le temps qu'il lui faut. Ça me plaît beaucoup. Le lait n'est pas pasteurisé. Les arômes des alpages restent préservés. Je connais la qualité de notre lait. Les grandes laiteries collectent du lait de nombreux producteurs avec des niveaux de qualité différents et avec des germes différents. Elles sont obligées de tout pasteuriser pour détruire les germes. Et ce n'est qu'après qu'elles rajoutent à nouveau des micro-organismes. Ici, on a d'emblée un lait de qualité, ce qui nous permet de travailler avec les micro-organismes présents dans ce lait. Et pour le goût des fromages, ça change tout. Une croûte de bonne qualité exige une attention quotidienne. L'avantage d'une cave voûtée, c'est qu'elle donne une excellente circulation d'air. Les murs n'ont pas de coin, ce qui permet un bon échange d'humidité. Les briques absorbent directement l'humidité du sol et la restituent. Comme ça, il ne fait jamais ni trop humide ni trop sec. Il n'y a jamais de point mort, si vous voulez. C'est vivant. De l'autre côté de la montagne se trouve la ferme bio de la famille Steiner. Le fils, Martin Steiner, a repris l'exploitation. Le petit lait qu'il donne à ses bêtes provient de la ferme Zankel. Ces 60 cochons bio sont nés ici et ils seront engraissés et abattus ici. Markus Steiner, le père, est cuisinier et boucher de formation. Il prépare lui-même le lard et les saucissons. Ici, on a l'ossokolo. C'est fait avec du cou de porc. Et puis notre saucisson de cerf qui est ici à l'affinage. Avec les porcs, on fait de la viande et du lard. Et avec les œufs, on produit des pâtes. En tout, on a environ 70 produits différents. Les 80 poules de la ferme fournissent des œufs pour l'épicerie du village et les hôtels de la région. Mais les œufs servent aussi à faire des pâtes. C'est le travail d'Anneliese Steiner, la mère de Martin. Le plus souvent, elle livre elle-même ses pâtes fraîches à l'épicerie de la vallée.
Les vendeuses connaissent nos produits et elles savent comment nous travaillons. Et elles peuvent communiquer ces informations aux consommateurs. Grâce à elles, le magasin devient un lieu de contact entre les agriculteurs et les consommateurs. C'est essentiel pour notre activité. Le contact direct avec les producteurs, c'est aussi ce que recherche Delphine Alain. Elle veut se fournir uniquement auprès d'agriculteurs de la région parisienne. Elle passe commande sur un site. Je privilégie beaucoup plus le circuit court, mais ça fait d'abord parce que je trouve ça bien de pouvoir acheter, de savoir à qui on achète, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, au moins ça nous convient tout à fait. Et puis encore une fois, ce sont des fruits et légumes qui poussent à proximité et au moment où on les commande. Donc ça, je pense que c'est tout ça à y gagner, et les producteurs et nous sur le plan de la santé. Le site présente personnellement chacun des producteurs associés. Moi, je pense que si je commande de cette façon-là, et si on prend l'habitude, je pense qu'un de ces jours, j'irai visiter ces fermes-là pour un peu voir dans quelles conditions ces fruits et légumes sont produits. Quelques jours plus tard, la livraison arrive. 60% du prix de vente est versé directement aux agriculteurs. Delphine a décidé de changer le régime alimentaire de sa famille. Elle veut des produits locaux et moins de viande. L'expérience réussira-t-elle? Rendez-vous début septembre pour le bilan. Deux mois plus tard. Cette fois, Baptiste est présent. Réunis pour le dîner, la famille fait le point. Et du chèvre, c'est tout. Et le steak, il est où? Tous apprécient le principe de la livraison à domicile. Les poires un petit peu dures, mais on a compris qu'il faut attendre un peu et puis qu'elles seront mûres à la fin de la semaine. Donc les grandes surfaces, ça va être... Et d'ailleurs, je me disais qu'on pouvait peut-être aussi limiter les courses en grande surface parce qu'on en aura moins besoin. Enfin, on pourrait y aller une fois tous les 15 jours, puisque le reste, on va le prendre autrement. Et le chocolat? Chocolat, bon alors voilà, alors on prendra un peu plus de chocolat pour y aller. Alors là, si on continue à faire comme là on commande, on va manger des pommes, des poires, et des pommes et des poires. En fait, ça va être essentiellement ça. Parce que voilà, si on achète des kiwis, ben non, non. Après le repas, Delphine, Eric et Myriam consultent les résultats de notre calculateur de CO2. Leur but était de rester toute une semaine en dessous de la moyenne hebdomadaire française de 27 kg de CO2 par personne. Avec respectivement 16 et 17 kg de CO2, Delphine et Myriam sont largement en dessous. Eric est à 22 kg. C'est surtout dû à ses vendredis. Après le petit déjeuner en famille, Delphine et Myriam déjeunent assez sobrement. Eric, en revanche, s'autorise un sandwich à la viande de bœuf et un dessert au chocolat. Après le dîner en famille, composé de sardines et de fromage, son bilan du vendredi se situe à 5,7 kg. Mais sa moyenne hebdomadaire compense l'excès du vendredi. L'objectif d'une semaine alimentaire respectueuse du climat a été atteint par tous les trois. Donc la viande de bœuf en sandwich et la mousse au chocolat, là je suis en train de battre les records, hein, 4023. Mais je pense que qu'on pourrait aussi prendre comme décision, et bon, c'est le soir, plus de viande, parce que j'en fais de temps en temps, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont mangé à midi, mais enfin après, on peut aussi dire, bah tant pis, si vous n'en avez pas mangé à midi, vous n'en mangez pas le soir, et puis ça fait une journée sans viande, et c'est pas grave. Donc c'est le soir, plus de viande. Nous sommes plus heureux que quand nous sommes ici, contrôlés matin, midi. Non, regarde, rouge le soir, de soir. Ah mais non mais... Nous sommes de retour en Autriche. Après son cours de cuisine végétarienne, Claudia Richter a réorienté ses habitudes culinaires. La famille est encore un peu surprise. Ah, Tofu nehme ich. Was gibt's heute zum Mittagessen? Nur das, was ich gekocht habe. Nudeln mit Carbonara-Sauce. Das ist aber nicht so viel. Schinkenkäse ist das, ne? Aber das war, nein, kein Schinken. Tofu. Aber Carbonara ist Schinken. Ja, aber das ist eben nicht Carbonara-Schinken, sondern Tofu. Vegetarische Carbonara. Seit wann kochst du eigentlich Tofu? Das frage ich mich auch. Weil ich das kochen möchte, was ich heute gekocht habe. Wollen wir grillen irgendwann noch? Nein, oder? Brauchen wir was zum Grillen?
Und warte mal, die hat heute so eine Sojasauce gehabt. Pflanzlich. Was willst du nehmen? 3 Riesengermknödel. Riesengermknödel? Ja, bitte. Ja, die sind in Ordnung. Das nehmen wir. Ich hätte gern so ein Koriandergewürz vielleicht. Tous acceptent de privilégier les produits locaux. Mais les repas sans viande ne font pas l'unanimité. Après 3 mois, ils font eux aussi le bilan de leur expérience. Hier, j'ai fait du brocoli, de la patate douce et de la mangue. En curry. En curry, oui. Ce sont des choses qui ne vont pas du tout ensemble. Oui, les plats exotiques, au quotidien, c'est bizarre. Je trouve que tout ça, ça manque un peu de goût. Mais peut-être qu'il faut que mes papilles gustatives s'habituent et qu'un jour je trouverai que c'est une explosion de saveurs. Ils sont obligés de suivre tous les 4. Ils sont bien obligés de manger ce que j'achète ou ce que je prépare. De toute façon, je n'ai plus envie de cuisiner les choses que je cuisinais avant. J'ai changé d'état d'esprit. Et en plus, j'ai bonne conscience quand je mange. Nous demandons à la famille Richter de répertorier toutes ses dépenses alimentaires pendant une semaine. La famille Kovacs-Vaida conserve également ses tickets de caisse. Ces données vont nous permettre de calculer la superficie du champ nécessaire à la production des aliments pour chacun. Nous faisons 10% de nos courses dans un supermarché, mais pour la plupart de nos achats, donc pour les 90% restants, je dirais que 70% sont des produits bio ou régionaux. Et les 20% restants, c'est de la malbouffe. Des choses qu'on achète dans la rue ou chez McDo, pas vrai? Enfin, ce n'est pas toujours de la malbouffe. On aime aussi beaucoup la cuisine asiatique et parfois on se fait livrer. Et dans ce cas, impossible de savoir d'où viennent les produits. Tous sont convaincus que leur champ est plus petit. Mais de combien? On a réduit les produits d'importation, non? Oui. De façon générale, ça s'est décalé dans ce sens-là. Oui. Oui, ce côté a très certainement diminué. Je crois qu'on doit se situer ici. Au-delà de la moitié? Cette grande partie est la moitié de ça. Pour moi, on peut en enlever 2. Je te trouve très optimiste. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Nous ne mangeons pas qu'à la maison. Dès que tu manges une pizza, ça ne colle plus. Un sandwich au pâté, et ça ne colle plus non plus. Et donc, on ne réduit pas tant que ça les produits d'importation. Moi, la ligne, je la mettrais ici. Mais c'est mon opinion. Personnellement, je ne parle pas pour vous, mais moi, j'enlèverais les 3/4 du champ. Ça y est. La surprise est au rendez-vous. Vous êtes prêts? Oui, quel suspense. J'étais pas loin, hein? 2000. Moi aussi. Toi aussi. Toi aussi, oui. Tous les membres de la famille Kovacs-Vaida n'ont plus besoin que de 2700 mètres carrés. La moitié de leurs aliments vient désormais d'Autriche. Et comme la part de viande a été réduite, la surface dédiée au fourrage pour les animaux a nettement baissé. Ok. 3000 Au lieu de 4400? au lieu de 4400. C'est pas mal. On a réduit de 1400. C'est pas mal, en effet. Oui, on a réduit d'1/4. Oui, c'est ça. Et ça en très peu de temps. Oui, c'est vrai. Moi, je m'attendais À à plus. Oui, dans les 3800, 4000. 3800, oui. Ok. 3000 mètres carrés pour chaque membre de la famille Richter. Là aussi, la réduction est importante. Et la part produite en Autriche a également augmenté. La part de viande a considérablement reculé. Elle se situe à 20% de la consommation moyenne.
C'est vraiment super. En fait, on se rend compte que c'est pas un si gros effort pour atteindre les 2200 mètres carrés. Avec le peu qu'on a fait, on a déjà énormément réduit les produits d'importation. Il manque 800 mètres carrés. Ce que je me demande encore, c'est que faire pour réduire encore plus? Arrêtez les sucreries. Je crois qu'il faut réduire les aliments transformés. Les légumes, on les prépare soi-même. Le problème vient des produits transformés, comme le chocolat, les pizzas, les surgelés. Oui, ces choses-là. Il y a une prise de conscience. Gabor a même lu un livre sur la cuisine végane. Mais on n'en est pas là. Et je ne pense pas qu'on va devenir végane. Mais on est plus ouvert à la nouveauté. On se sent plus concerné. On est plus ouvert à l'idée de transition. Exactement. Cette alimentation plus saine et plus écologique a coûté à ces familles 10% de plus. Mais pour eux, le jeu en valait la chandelle.